Je vous invite à vous présenter. Yorana, donc bienvenue sur ce Inside the Doc au sujet du documentaire qui s'intitule De mère en fille, le surf polynésien au féminin. Je suis obligé de prendre mon smartphone pour dire le titre parce que je n'ai pas pu le retenir par cœur. En tout cas, un sujet très intéressant sur la femme dans le surf et j'aimerais donc vous présenter mes invités aujourd'hui. Tout là-bas, nous avons Tania. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Tania Tehei, bon, je suis surfeuse la période 70-72. Surfeuse 2 ans uniquement? Non, 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 j'ai commencé dans les années Ah, 70-72. d'accord, ok. Et on a l'honneur d'avoir une de nos championnes qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Patricia Rossi. Moi, j'étais dans le surf de 88 à 2010. Et tu as remporté. J'ai été vice-championne du monde en 2010 et j'ai remporté plusieurs titres internationaux. Et 25 ans, j'ai dominé le circuit local. Et rien que ça. Et on a encore l'honneur d'avoir parmi nous monsieur Jean-Christophe Shigetomi, qui n'est pas là en tant qu'historien ou qui est là en tant que surfeur historien? Les deux. Les deux. Donc en fait, Jean-Christophe Shigetomi, donc toujours surfeur, président d'honneur du Tahapuna Surf Club, père de la Tahapuna Master, et qui a commencé à surfer vers l'âge de 14 ans. Et donc moi j'ai appartenu à la bande que l'on appelait la bande de Sapinus, puisque c'était à la Pointe des Pêcheurs et que je surfais, et Tahapuna, donc très investi dans le monde du surf et en qualité d'historien, particulièrement aussi intéressé de pouvoir raconter donc l'histoire du surf tahitien. D'accord. Tania, lorsque tu commences, alors tu nous dis dans les années 70-72, le surf, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes à cette époque qui pratiquaient ce sport? Pas du tout, on n'était pas réellement dans le tableau du surf parce que c'était typiquement masculin et il y avait très peu de filles. Je crois qu'on était une dizaine à surfer. Donc c'était vraiment l'exception. Mais ce qui était intéressant, c'est que comme on n'était pas beaucoup, on était très choyés. Donc les garçons nous laissaient prendre la vague. Il y avait certains qui venaient nous chercher pour aller au surf parce que bon, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas le permis, donc on venait me chercher pour aller au surf et c'était voilà quoi. C'était vraiment le début du surf. On peut dire que ce n'était pas un milieu machiste, quelque part, puisque vous n'étiez pas rejeté finalement. Non, 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 c'était pas un milieu machiste, c'est que bon, il y avait que des garçons et peut-être que les filles, pour elles, c'était pas réellement leur souhait. Peut-être que pour elles, le surf, c'était pas réellement leur activité, alors que moi, comme j'expliquais dans le film, je me suis mise aussi au surf parce que j'avais des cousines qui aimaient bien attendre leurs compagnons sur la plage ou dans leur voiture. Et moi, je me suis dit, non, moi, je ne vais jamais attendre quelqu'un sur la plage, je ne vais jamais attendre mon compagnon pour qu'il ait fini de surfer. Moi, je vais aller surfer et si on doit venir me voir, il faut venir sur les spots de surf. Ceci dit, j'étais entourée de cousins, il n'y avait que des garçons. Et donc, j'ai intégré le groupe des cousins et j'ai commencé à surfer à Paia, en face de la mairie de Paia, où il y avait vraiment des vagues hyper, hyper puissantes. Et puis voilà. Et j'ai j'ai participé au championnat de France qui se passait à Papara. Donc, je suis arrivée deuxième. Et l'anecdote que je racontais à Shige, c'est que je ne connaissais pas le spot de Papara. Normalement, il faut s'entraîner avant pour te familiariser avec la vague. Mais je ne connaissais pas du tout Papara. En plus, je suis quelqu'un qui surfe avec le pied gauche devant, donc régulier. Et les vagues qui se présentaient en nous, c'était du backside, c'est-à-dire que tu avais la vague dans le dos. Et c'est quelqu'un, c'est Rouaji, celle qui a gagné. Hein, c'est Rouaji qui m'a aidé à suivre le courant et à aller sur le pic. Donc j'ai surfé, je suis arrivée deuxième. Et puis ensuite, j'ai pas voulu intégrer un circuit. Mon choix, c'est de surfer quand je veux.
et de ne pas avoir la pression des médias, des sponsors, des résultats. Donc ensuite, je suis partie faire mes études. Donc j'ai surfé un peu à Lacanau, Biarritz. Puis je suis revenue, j'ai surfé. Après, je me suis arrêtée. Et là, j'ai repris, mais c'est du surf très, très, très gentil. Patricia, comment on fait du surf sa passion? Comment ça nous prend au trip finalement? Comment ça commence pour toi? Moi, en fait, j'étais issue d'une famille de très grands sportifs. Bon, ma sœur était déjà championne des Jeux du Pacifique en natation. Mes parents étaient profs de sport. Et mon père était aussi notamment pigiste à la Dépêche. Et donc, moi, je m'ennuyais. J'étais pas la petite fille qui attendait sagement le week-end à la maison. Donc, étant donné que je m'ennuyais, je suivais mon père sur les reportages, puisqu'il était journaliste sportif. Et puis, un jour, il m'a emmené aux compétitions de surf. Et c'était l'un des rares sports que j'avais pas fait, puisque mon père me faisait faire beaucoup de sport. Et c'était un sport que je trouvais complètement différent de ce que j'avais appris d'habitude. Et du coup, j'ai commencé à me lancer. J'ai emprunté une petite planche de quelqu'un qui surfait. Et puis voilà, c'est parti. Et tous les week-ends, j'étais à la Pointe Vénus, j'ai commencé à surfer. Et puis, j'ai vu que j'avais des capacités, j'avais plus de facilité que les autres à surfer parce que j'avais déjà la base de la natation, j'avais déjà la base de la gymnastique puisque je faisais de la gymnastique. Donc j'étais souple, j'étais fluide. Et tous ces éléments-là m'ont permis de progresser rapidement dans cette discipline. Et contrairement à Tania, tu décides de te lancer de manière professionnelle finalement et de faire toutes ces compétitions. C'est bien ça? Alors moi j'avais un père assez possessif qui me faisait faire tous les sports possibles et imaginables. Et c'est vrai, comme il était prof, il était toujours derrière moi. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire un sport où il n'est pas derrière. Et étant donné qu'il n'y connaissait rien en surf, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et du coup, voilà, j'ai commencé à surfer, j'ai commencé à faire les compétitions. Et comme le disait Tania, je suis arrivée à l'époque où les grands dominants du surf polynésien, c'était la famille Hareoe, la famille Sanford. Dans la famille Sanford, il y avait Christine, il y avait les trois sœurs, il y avait Katia, il y avait Christelle. Et c'est vrai qu'elles avaient déjà bien envahi le monde du surf polynésien. Enfin, c'était la grande famille des surfeuses. Et du coup, j'ai commencé à surfer avec elles. Et puis après, je suis arrivée, en fait, la petite nouvelle. Elles avaient déjà 25-30 ans. Donc, elles ont fait leur vie de famille. Et du coup, je me suis retrouvée presque une période pendant 4-5 ans, presque toute seule à surfer en compétition. Et du coup, comme le disait Tania, j'étais un petit peu choyée par les surfeurs qui étaient là, puisque c'était Moana David, VTA David, Wilfried Sanford, Ralph Sanford. Et donc, j'étais la petite surfeuse qui avait 15-16 ans, où ses parents n'étaient jamais là parce que c'était pas leur sport de prédilection. Donc, ils n'étaient pas là en compétition, ils n'y connaissaient rien. Donc, c'est vrai que c'est tous ces gens autour de moi qui venaient me chercher, qui me ramenaient à la maison. Et voilà, et j'ai commencé à faire partie de cette petite famille où à l'époque, il y avait Moana David, VTA David. Et voilà, j'ai côtoyé dès le départ des gens qui avaient déjà un haut niveau, avec des multiples champions d'Europe et des multiples champions de France. Et je pense que c'est là qu'est venue ma passion et mon niveau, parce que j'ai eu tout de suite en modèle des gens qui avaient un certain niveau. Donc j'ai progressé beaucoup plus facilement que la moyenne des gens. Alors, je vais me permettre un peu de sortir, parce qu'en fait, j'ai ma mémoire qui me demande une chose, c'est que j'ai un souvenir, je ne sais pas s'il est vrai. Et donc, je vais te poser la question directement. J'ai ce souvenir d'un article dans la Dépêche où tu te blesses à Tarou, c'est bien ça? C'était à l'embouchure de la Papeeno. C'est Papeeno, voilà. C'était le 7 janvier 1996. Voilà. Bon, alors ça a été un événement malheureux évidemment, puisque j'avais commencé le circuit professionnel depuis 1995. Donc à ce moment-là, j'étais classée entre 10e et 15e mondial. Et arrive juste après la Rio Nui Cup, donc 2 jours après, je vais m'entraîner à Papeeno et je me blesse sur un châssis de camion donc, qui était enfoui à l'embouchure. Alors évidemment, ça a fait les gros titres de la presse parce qu'on était à fond dans la pollution, le truc. Donc j'ai eu 45 jours d'arrêt, 3 mois de rééducation.
Et du coup, ma carrière sportive a été arrêtée en 96 et j'ai repris le circuit pro en juillet. Et en fait, honnêtement, moi, quand je suis arrivée à l'hôpital avec 60 points de suture, les ligaments déchirés et tout ça, ma première réaction, ça a été à demander de mon médecin, qui s'appelait le docteur Dacol à cette époque-là. J'ai dit, OK, dis-moi quand est-ce que je vais retourner surfer. Et il m'a dit, non, là, c'est pas possible. On est obligé de refaire de la microchirurgie, ça va te prendre 4 ou 5 mois. Et en fait, j'ai pris ce qu'il y avait de positif à prendre, c'est-à-dire que moi, j'estimais que j'avais un défaut en surfant. Et du coup, étant donné que j'ai repris ma manière de surfer depuis la base, c'est-à-dire ma position de pied sur la planche, eh ben, j'ai essayé en réapprenant de la base à surfer avec mes pieds, à éviter ce défaut-là. C'est-à-dire j'ai tout repris depuis la base et 3 mois après, je crois, ma rééducation, je suis revenue sur le circuit et j'ai fini fin 96, 6e mondial. C'est-à-dire toutes les compétitions que j'ai fait après, j'étais demi-finale, finale. Ça m'a boosté en quelque sorte. Cet accident, je ne voulais pas arrêter ma carrière comme ça et j'ai tout repris de la base et voilà, ça a été ma meilleure année en fait. Même grâce à cet accident, je dirais. Waouh. Jean-Christophe, alors, Tamar Issa Pinus, est-ce que dans ces Tamar Issa Pinus, on avait aussi des femmes, des filles qui allaient surfer? À Sapinus, il y avait des filles qui surfaient et qui surfaient bien, qui surfaient à la fois le bord, qui surfaient, je dirais, le récif. Et c'était les filles, notamment les filles Stein. Voilà. Donc, parmi elles, il y en avait 2 qui étaient de très très bonnes surfeuses. Mais je pense que ce qu'il faut dire, c'est que les filles à l'eau, c'était quand même, pendant cette période de la construction du surf tahitien, c'était quand même une exception, quoi. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui le nombre de filles qui surfent, c'est impressionnant, quoi. Des fois, même les hommes sont quasiment en minorité à l'eau, tellement il y a de jeunes filles qui surfent. Alors la question, c'est, mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce genre de choses? Pourquoi subitement les filles sont à l'eau et en plus, elles surfent bien? Ce sont de bonnes surfeuses. Alors je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est parce que le surf, c'est un culte de vie, quoi. Okay, donc ces filles-là sont très intéressées de pouvoir aller à l'eau, prendre des vagues et tout. Mais je pense que, je parle sous l'autorité de Patricia, je pense que ce qui a déclenché le surf féminin dans les proportions que l'on lui connaît aujourd'hui, c'est parce qu'il va y avoir des écoles de surf. C'est ça. C'est les écoles de surf qui prennent tous ces enfants-là, qui les emmènent à l'eau, et il y a autant de filles que de garçons, et c'est comme ça qu'ils ont et c'est pour ça que sur les plages de Papineau, il y a énormément de filles qui surfent, parce que moi, à mon époque, voir une fille dans l'eau, c'était, excepté Patricia, je veux dire, mais c'était l'exception, quoi. Il y avait que des gars à l'eau. Est-ce que tu as pu faire des recherches un peu historiques de l'origine du surf, en sachant que si on prend la mythologie, alors surtout celle d'ici que je connais, on retrouve Hina Raurea sur une planche de surf, mais est-ce que si on va jusqu'à Hawaï, est-ce que tu sais nous dire si c'était une pratique aussi bien féminine que masculine? Alors, le cas de Hawaï, il faut être très prudent parce que le surf à Hawaï était très sacralisé et très ritualisé. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait des vagues qui étaient réservées aux élites et puis il y avait, des vagues qui étaient réservées, au peuple. À Tahiti, effectivement, à travers les légendes, c'est quand même incroyable, mais on ne parle pas de grands surfeurs hommes. En fait, le surf ne passe que à travers la femme, Vehiatua, Hinaraurea et tout. Même, je dirais, Tevaka, la première pirogue qui va aller toucher donc les Néo-Zélandais, on raconte qu'à bord, il y a une surfeuse renommée, que son père l'a mis, je dirais, dans cette pirogue pour un peu l'éloigner de Tahiti, parce qu'elle s'est amusée à défier les grands surfeurs locaux. Et puis même,
Alors, dans les autres îles, puisque effectivement j'ai été regarder un peu comment ça se passait du côté des Fidji, etc. et tout, mais souvent on se rend compte, d'après ce que racontent les témoignages des missionnaires ou ce genre de choses, ils confirment qu'en fait c'est bien les jeunes femmes qui sont l'élite du surf. Et en fait elles sont connues, elles sont douées, je dirais, pour la matière. Et on dit même que l'épouse Itea de Pomare, en fait, était une excellente nageuse et une excellente surfeuse. D'accord. Tania, lorsqu'on a des parents à cette époque qui apprennent que leur fille va au surf, comment se passe cette nouvelle? Est-ce qu'ils le prennent mal ou est-ce qu'au contraire, ils t'encouragent à poursuivre dans le surf? À cette époque-là, bon, les parents, les miennes ne se sentaient pas réellement concernés. Hein. Un truc est sûr, c'est que j'habitais Punaouia, mais j'ai passé toute mon adolescence à Paia. Donc, je faisais mes devoirs avant. Donc, je faisais mes devoirs le vendredi. Et le samedi, j'étais à Paia et je surfais jusqu'au dimanche. Et je revenais chez moi le dimanche soir. Donc pour mes parents, tant que les devoirs étaient faits, pas de souci, quoi. Donc voilà. Et comment on peut, à cet âge-là, acquérir sa première planche de surf? Alors, comment est-ce que j'ai... Ah oui, j'avais un copain, un bon copain, qui m'a shapé ma première planche, c'est Pascal Tessier, qui surfait avec nous. Et il m'aimait bien, et donc il m'a shapé une planche qui était bleue. Donc c'est avec celle-là que j'ai commencé réellement à surfer. Et ensuite, un ami de ma famille a fait venir une planche de Newport. C'était une Triffin. C'est avec celle-là que j'ai fait les championnats. Ensuite, j'ai fait faire une planche par Patrick Juventin. C'était la marque Hot Buttered. Donc, par rapport à mon poids, ma taille, donc, il a fait cette planche. Et ensuite, j'avais envie de surfer avec une single. Je sais pas, j'avais envie de revenir sur une quille unique. Parce que normalement, à cette époque-là, c'était les Triffin, les machins. Mais j'avais envie de revenir à des planches un peu vintage. Donc, je me suis acheté une single. Et j'ai fait une dernière compète, je suis arrivée avant-dernière. Non, disons qu'il y avait aussi... Je revenais de France, donc... et entre-temps, bon, il y a eu beaucoup de jeunes filles qui ont commencé... qui surfaient bien et qui étaient plus jeunes que moi et qui étaient mieux entraînées que moi. Et c'était à l'embouchure. Et bon, je suis arrivée... Dans quelle année à peu près, là? Pardon? On est dans quelles années à peu près? 84, 85. D'accord. Alors, pour l'anecdote, là, tu me parlais de chansons. Guy Laurens et moi, on surfait beaucoup. Et on s'est dit, ce serait sympa de faire une chanson sur le surf. Mais à quoi pense un surfeur ou une surfeuse? Je dis, écoute, normalement, on pense surf, on dort surf, on marche surf, on rêve surf, on se lève surf, on fait que ça, quoi. Et donc, on a fait cette chanson-là, d'où le clip qui est passé, l'extrait du clip qui est passé dans le film. Voilà. 360. Oui, c'est une figure. Hein. C'est la figure d'Arsène Harihoi. Ouais, et 6 o'clock in the morning, voilà. Etc. Ouais, ça nous a marqué aussi. Alors, pour l'anecdote, à notre époque, 6 o'clock, c'était tôt. Maintenant, c'est plutôt 4 o'clock in the morning. Patricia, à l'intérieur de ce film, on a un long reportage sur les surfieros. Je vais savoir si aujourd'hui tu suis encore le surf féminin du coin de l'œil. Est-ce que tu as suivi leur parcours, surtout celui de Vahiné? Et qu'est-ce que tu peux dire de cette évolution du surf par rapport au surf de Vahiné Fierro, par exemple? En fait, c'est vrai que maintenant, comme je suis à fond dans la vie active, je ne suis pas vraiment les performances des surfieros, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me rencontre en ville, qui sait qui je suis, à chaque fois, ils me parlent de leur performance. « Et t'as vu Vahiné, ce qu'elle a fait ?» Et puis du coup, indirectement, je suis obligée un peu de me renseigner parce qu'à chaque fois, on me demande des nouvelles de Vahiné. Donc c'est vrai que
indirectement, je me tiens quand même au courant de ce qu'elles font, même des surfeurs polynésiens en général. Mais bon, parce que ça a été une grande partie de ma vie pendant une 30aine d'années. Et puis, c'est vrai que quand j'étais journaliste à La Dépêche, je couvrais le surf assez souvent. Et c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, je voyais des petites jeunes filles dans les écoles de surf, les compétitions des écoles de surf. Et je voyais quand même des petits talents émerger. Et là, je me disais, celle-là, elle a quelque chose. Celui-là, il a quelque chose. Et c'est vrai que quand j'entends ces noms maintenant, je me dis, je ne m'étais pas trompée. Elles ont réussi. Il y en a une qu'on voit notamment dans le reportage qui est très jeune, qui est prometteuse à mon avis. Je ne suis pas professionnel comme vous, mais en tout cas, je me suis dit, celle-là, il faut se rappeler de son nom. Hein. C'est vrai qu'elle a... Je trouve qu'elle a quelque chose en plus. En plus, elle est bien encadrée parce qu'il y a déjà les sœurs Fierro qui sont autour. Donc, elle n'est pas toute seule. C'est ça l'avantage. Mais moi, j'ai un petit faible pour Chiara parce que, bon, déjà, elle est souriante, elle est vraiment aimable, elle a énormément d'humilité. Et au niveau de son style, elle a quelque chose. Honnêtement, elle a quelque chose. Moi, je pense qu'elle ira très loin. Voilà, Helani me fait signe. C'est pour les 10 minutes de questions. Après, s'il n'y a pas de questions, tu peux bien utiliser ces 10 minutes pour continuer à interagir avec les invités. Est-ce qu'il y a des questions parmi les 10 000 invités que nous avons sur le Pepe Ahilo? Je me demande, c'est la faute de quoi? Est-ce qu'il y a des questions, du coup? Non? Bah, on va les laisser continuer pendant les 10 dernières minutes. Du coup. Parce que c'est moi qui continue. Bah, c'est toi qui continue, bien sûr. Est-ce que tu as toujours un regard, Jean-Christophe, sur l'évolution du surf aujourd'hui? Est-ce que tu as le temps de regarder un peu? Et quelle est ton analyse par rapport à l'évolution du surf féminin? Bien, moi, honnêtement, je ne suis pas, je dirais, en fait, moi, j'appartiens à une génération du surf et je connais bien ma génération. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, je dois avouer que je suis un peu dépassé. Hein. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que d'avoir des surfeurs polynésiennes qui vont, je dirais, qui atteignent ce genre de sommet, eh bien, montre que effectivement, elles ont leur place. Hein. Et moi, c'est l'historien qui parle. En fait, aujourd'hui, le surf, il est au niveau qu'il est parce qu'il y a eu un avant, parce qu'il y a eu des pionniers. Et sans ces pionniers, on ne serait jamais arrivé à ce niveau de surf. Moi, j'ai vu Patricia, je suis allé au championnat du monde avec elle, je l'ai vu surfer un tôt, elle était très douée, hein. C'était impressionnant. Hein. Et quand elle dit que quand elle a commencé à surfer, eh bien, elle avait des mentors et elle s'en inspirait, moi j'ai envie de dire que, parce qu'on ne sait pas, mais en fait, quelles filles aujourd'hui surfent ne se sont pas inspirées, comment dire, de Patricia. Voilà. Alors tu m'as un peu ôté les mots de la bouche parce que tout à l'heure on parlait de l'évolution du surf féminin. On a évoqué effectivement l'existence des écoles de surf, pardon. Mais je me dis mais non, parce qu'il y a aussi eu des modèles. Parce que moi je me souviens de toi et qu'on en parle dans un cercle familial et que ça inspire quand on te voit à la télé, quand on te voit dans La Dépêche et quand tu as cet accident. J'aimerais presque dire on souffre avec toi parce qu'on a tous un accident finalement quand tu t'arrêtes et c'est ça qu'il faut comprendre donc et aujourd'hui te dire merci. Mais c'est vrai que quand j'ai eu mon accident, je n'avais pas pris conscience de la portée que j'avais par rapport à mon image sur les gens, sur la société, enfin la société, les habitués du surf polynésien. Et c'est vrai que tous les messages, tous les gens que j'ai rencontrés après, durant cette année de rééducation, qui m'ont dit « Allez, vas-y, reprends », ils étaient vraiment tous derrière moi. Et c'est là que j'ai réalisé que finalement, avec cet accident, je me suis dit « Mais il y a quand même des gens qui comptaient sur moi. Il y a des gens qui me suivaient par derrière, sans que je les connaisse. Il y avait énormément de monde qui comptait sur moi pour représenter la Polynésie, pour montrer que les surfeuses polynésiennes pouvaient briller à l'international. Et ça m'a fait super chaud au cœur. Et c'est pour ça que j'avais 10 fois plus envie, grâce à eux, de revenir sur le circuit mondial parce qu'ils attendaient que je sois là, ils attendaient que je représente tous ces gens-là au niveau international.
Mais c'est exactement ça, parce que alors personnellement, je ne suis pas un enfant de la mer, je suis plutôt de la montagne. Mais ces exploits-là, on les suivait, on savait qui tu étais. Et voilà. Et comme je te dis, on souffre avec toi quand tu as cet accident-là. Ça m'a marqué, je me suis juste trompé d'endroit, mais je me souviens que c'était une carcasse de voiture, etc. Et puis voilà, donc merci aussi parce qu'on ne le fait pas directement, mais on est porté en modèle dans une société. Et sans humilité, c'est toute la société polynésienne qui te suivait à l'époque. Et c'est vraiment important de savoir qu'il y a toute une population qui nous suit, parce que du coup, quand on les représente, on représente tous ces gens-là à l'étranger, on fait très attention à l'image qu'on donne de la Polynésie, du surf polynésien à l'étranger. Et c'est vrai que moi, personnellement, je ne faisais pas d'excès, je ne buvais pas d'alcool, je ne fumais pas, et j'essayais de montrer la meilleure image possible de moi, aussi bien dans la régularité, dans la façon de surfer, dans la façon de parler, parce qu'à travers moi, je représentais aussi tout un pays. C'est exactement ça. Tania, tu as toujours ta planche chez toi? Oui, j'ai toujours ma planche. Et bon, j'ai acheté, comme je voulais reprendre, donc j'ai acheté une longboard, j'ai acheté une short, une planche plus courte. Et donc là, je m'y suis remise, mais tout doucement, quoi, parce qu'il faut. C'est pas évident. Hein. Il y a des copines qui m'ont dit, ah, c'est comme le vélo. Pas du tout. Hein. Écoute, il faut tout reprendre à zéro, faire du cardio, vraiment se préparer et ne jamais aller seule. Bon, avant, j'allais toute seule. Je prenais ma voiture, j'allais surfer. Je restais 4 heures dans la mer et je rentrais. Mais là, maintenant, je ne vais plus toute seule parce que, au cas où tu as un malaise. Parce que maintenant, on entend beaucoup de personnes, notamment les piroguiers ou des sportifs, qui ont des malaises et qui sont tout seuls. Donc, l'intérêt, c'est de ne jamais être seul et de s'échauffer avant, quoi. Et bon, pour moi, je ne vais plus dans les vagues extrêmes. Hein. Je choisis des spots gentils, quoi. Où on passe pas notre temps à nager. Parce que sinon, je me souviens, je passais mon temps à nager parce qu'il y a du courant. Là, j'ai plus envie de nager comme avant. Moi, je sais pas si ça t'est arrivé toi, mais c'est vrai que depuis quelques années, avec les enfants, la famille et le travail, c'est vrai que moi, personnellement, j'avais un peu délaissé le surf. Et quand il y a eu ces gens-là qui sont venus pour le reportage et pour faire ce documentaire, le fait de me replonger dans les trophées, dans les magazines, ça a commencé à me manquer. Et finalement, j'ai repris petit à petit. Et c'était une passion, je pense, qui était encore là et qui me disait, allez, vas-y, vas-y. Et le fait que ces gens-là soient revenus pour me remémorer tous ces bons moments que j'ai eus pendant ces 30 dernières années, eh ben, j'y suis retournée. Non, oui, c'est drôle parce que dans le documentaire, on voit que tu as gardé tous tes trophées. Mais en même temps, tu as l'impression que tu les redécouvres. Ah ben ça c'est... voilà. Et en fait, je les ai mis dans un bac parce que j'en avais marre de les dépoussiérer dans le... dans la vitrine. Voilà, c'est ça. Jean-Christophe, est-ce que tu penses qu'on pourrait réfléchir aujourd'hui, et ça va être un peu le mot de la fin, à une nouvelle catégorie pour nos demoiselles qui sont là? On va réouvrir la compétition, qu'est-ce que tu en penses? Là, chez les hommes, ça existe, hein. Ça s'appelle les Kahuna, Grand Master. En fait, les vieillards, ils peuvent aller à l'eau. Hein. Et voilà, donc je ne sais pas si dans la catégorie filles, il y a des catégories de cet âge, je sais pas. En fait, on a les championnats du monde Master qui commencent à 35 ans et plus. Et après, il y a les Kahuna, 40 ans, Grande Kahuna, plus de 45, ça va jusqu'à 55. Et d'ailleurs, on a un exemple de Big Kahuna qui vient de gagner une compétition, Kelly Slater, à 50 ans. À 50 ans, il nous gagne une compétition. Ouais, voilà. Mais lui, c'est l'exception. Hein. C'est l'extraterrestre, comme on dit. Extraterrestre. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, merci en tout cas à toutes les deux et à Jean-Christophe d'être venus pour parler d'abord du surf polynésien, mais surtout du documentaire. Le documentaire met un accent donc, sur le surf féminin en Polynésie. Et comme nous l'a expliqué un peu nos invités, il n'y a jamais eu de sexisme finalement dans ce domaine-là. Au contraire, c'était comme les petites sœurs qu'on devait protéger, si je retiens bien un peu en résumé ce qui a été dit. Donc merci. Vous pouvez voir donc ce film qui est projeté au festival dans la catégorie hors compétition. Mais vous pouvez quand même voter pour ce film et il pourra avoir notamment
le prix du public. On lui souhaite bonne chance à ce film. Merci à Merci. vous. Des applaudissements, s'il vous plaît.